Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi 20 décembre. Normalisation en cours, après les dernières chutes de neige levées partout de la vigilance orange. Dernier point délicat, les aéroports désorganisés par l'annulation des vols en cascade. La Côte d'Ivoire sous la menace de nouvelles sanctions par le Conseil de sécurité qui envisage plus de troupes, gel des avoirs et interdiction d'entrée sur son territoire décrète l'Union européenne qui accentue aussi sa pression sur Laurent Gbagbo ainsi que 18 proches dont son épouse Simone. Mediator, un scandale français, l'affaire de ce poison remboursé à 65% confronte les responsables sanitaires et politiques à une série de défaillance. Nous reprenons ce dossier dans le 19h avec nos invités, notamment Jean-Marie Le Guen, médecin et député socialiste de Paris, et l'économiste spécialiste dans les questions de santé, Claude Le Pen. Roissy, Charles de Gaulle, mais aussi Francfort en Allemagne, Heathrow en Grande-Bretagne, les aéroports touchés par le mauvais temps ont du mal à faire face à la situation. Vols annulés et retardés, passagers se plaignant d'être laissés à l'abandon. Ils sont 3000 à avoir dormi à l'aérogare de Roissy la nuit dernière. Le secrétaire d'État au transport, M. Marini, pointe un problème d'information dont il s'entretiendra avec Aéroports de Paris et les compagnies. Cas particulier à Bruxelles où plus aucun avion ne décollera jusqu'à demain matin en raison d'une pénurie de liquide de dégivrage. Alors que des escadrons de la mort ont été réactivés en Côte d'Ivoire, la pression internationale s'accentue. Une sanction qui a déjà frappé dans le passé des chefs d'État africains bien peu démocratiques a été prise aujourd'hui à l'encontre de Laurent Gbagbo qui refuse toujours de quitter le pouvoir. L'Union européenne unanime gèle en effet ses avoirs et interdit ainsi qu'à ses proches toute entrée sur son territoire. Marie Lebon. Ils sont 19 à être depuis ce matin persona non grata dans les pays de l'Union européenne. Derrière Laurent Gbagbo, son épouse Simone et un grand nombre des responsables gouvernementaux, dont l'actuel Premier ministre Ake Engbo. Paul Yaoundé figure lui-même en bonne place sur le décret européen. C'est lui qui, le 3 décembre dernier, avait proclamé Laurent Gbagbo président, allant à l'encontre de l'avis de la commission électorale. La décision de l'Union européenne intervient au moment où les forces de l'ONU présentes sur place dénoncent une augmentation d'actes hostiles à son encontre. Une patrouille onusienne a été attaquée et l'ONU fait état de nombreux enlèvements. Les exactions constatées à ce jour étaient de plus de 50 morts et 200 blessés. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU doit décider de la prolongation de son mandat sur place. Manœuvre militaire à tir réel aujourd'hui de la Corée du Sud. L'armée nord-coréenne précise en réponse ne pas sentir le besoin de représailles. Un changement de ton heureux par rapport aux dernières menaces puisque Pyongyang avait promis un désastre si la Corée du Sud ne renonçait pas à ses manœuvres militaires. Autre signe d'apaisement, la Corée du Nord accepte le retour sur son sol d'inspecteurs de l'ONU chargés de surveiller son programme nucléaire. L'industrie de l'énergie solaire se mobilise contre la suspension des aides publiques. Les fournisseurs des fameux panneaux estiment être plongés soudainement dans un coma artificiel. Ainsi, un projet d'usine qui avait été lancé en grande pompe par Jean-Louis Borloo est gelé près de Bordeaux. Sandra Cerquera. La remise à plat voulue par le gouvernement sur l'énergie solaire passe mal. Aujourd'hui, la filière emploie près de 20 000 personnes et suspendre le rachat obligatoire par EDF, c'est pour les professionnels mettre des emplois en jeu. 5 000 PME pourraient être menacées. Ah, ça se caractérise en termes d'arrêt d'activité. Je veux dire que quand je dis menacées, ça veut dire qu'elles sont menacées de mort. Elles peuvent tout simplement s'arrêter. Car avec ce moratoire, 48 000 contrats ont été suspendus. Le gouvernement dit vouloir réformer un système victime de son succès, qui a aussi attiré de gros opérateurs, ayant engendré une bulle spéculative. Les projets les plus sérieux se mélangeaient à des projets qui servaient essentiellement de support à des montages financiers. Et nos objectifs en termes de création d'emplois en France, eux, n'étaient pas atteints. Avec une immense majorité de panneaux installés en France, fabriqués en Chine. Il reste 2 mois et demi pour trouver un terrain d'entente et ce ne sera pas chose facile. Les discussions sur l'avenir de la filière ont commencé aujourd'hui, jour où plusieurs associations et entreprises ont saisi le Conseil d'État.
La Commission européenne se déclare déterminée à poursuivre l'autorisation de culture OGM pour la plupart des semences de maïs, cela malgré l'opposition d'un grand nombre d'États et de l'opinion publique. Paris fait partie des pays résolument hostiles, comme l'a rappelé aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet. 5 millions de patients traités, combien de morts? 2000 est le chiffre retenu désormais. Dans l'hypothèse la plus dramatique, les responsables politiques de droite comme de gauche qui se sont succédés au ministère de la Santé plaident l'ignorance des dangers du Mediator. Ignorer pour un politique, c'est une faute, fait valoir le député UMP Bernard Debré. Enquête de Bérangère Dinglas sur le processus évaluant les médicaments. Une fois mis en circulation, les médicaments sont soumis à 2 types d'alertes. D'abord, une réévaluation systématique par la commission de transparence. C'est-à-dire que tous les 5 ans, elle réétudie l'intérêt du médicament et propose, en fonction de son efficacité, un taux de remboursement. Concernant le Mediator, dès 1999, son avis est clair. Le niveau de service médical rendu est jugé insuffisant pour justifier sa prise en charge. Mais la Commission n'a qu'un avis consultatif, c'est le ministère qui décide in fine du taux de remboursement. Malgré l'avis de 3 médecins renommés, le Mediator échappe à la sanction. Il continue d'être remboursé à 65% et donc largement prescrit. Deuxième alerte, dans toutes les régions existent des centres de pharmacovigilance. Ils reçoivent dès 1997 des déclarations évoquant des complications cardiaques sur des patients prenant du Mediator. Des signaux faibles pour l'AFSAPS, mais pour ce professeur en économie de la santé, les médecins aussi auraient dû réagir. Ce qui est clair aussi, c'est que les médecins auraient dû savoir, puisqu'une partie d'entre eux le disait clairement. Les médecins ne peuvent pas être exonérés de leur absence de compétences et de dire qu'ils prescrivent librement, alors que visiblement ils sont influencés, au moins pour une partie d'entre eux, bien entendu, par l'industrie pharmaceutique. Pour cet expert, si la décision n'a pas été prise, le système d'évaluation a lui bien fonctionné. Car d'autres pays ont pris la décision d'interdire le Mediator dès 2003, en estimant suffisant les alertes des professionnels. Et le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, évoquait dans le Figaro ce matin des défaillances graves. Alors, où les localiser? À qui la faute? Alors qu'on vient de le voir, les signaux d'alerte n'ont pas manqué. Avec nous, Jean-Marie Le Guen, je rappelle, député socialiste de Paris, adjoint au maire de la capitale, chargé de la santé. Claude Le Pen, professeur d'économie à Paris-Dauphine et spécialiste de l'économie de la santé. Et puis Marie-Laure Albi, bonsoir, vous êtes médecin et membre du syndicat MG France. La première question peut-être pour vous, madame. Des médecins sont aussi responsables pour avoir administré l'antidiabétique Mediator comme coupe-faim. C'est pas un antidiabétique, pardonnez-moi. Mais par contre, c'est un médicament qui est susceptible de modifier la glycémie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En tous les cas, il n'avait pas pour vocation d'être prescrit comme coupe-faim. Certainement pas, mais nous prescrivons des médicaments qui sont mis sur le marché avec une autorisation et qui sont en principe remboursés par la sécurité sociale. Donc je pense que on va chercher à qui la faute, je pense que c'est une faute collective, mais les médecins prescrivent des médicaments homologués. Après, il y avait un certain nombre de signaux, un petit peu d'alerte sur ces médicaments-là, malgré des avis très autorisés. D'une part, c'était un médicament dérivé d'une famille qui s'appelle les amphétamines. Moi, je suis d'une génération qui a été très marquée par les effets adverses des amphétamines. Et donc, a priori, il y avait des précautions, au moins des réticences à le prescrire. Et d'autre part, il n'était pas dans une classe thérapeutique bien identifiée, surtout pour des malades censés diabétiques. Où là, Alors, beaucoup d'inconnus pour un médicament qui a été largement prescrit. Voilà. C'est un peu paradoxal et inquiétant. Oui, mais en même temps, en médecine, quand on a un risque raisonnable qui doit être surveillé, on prescrit des médicaments qui sont actifs et qui donc peuvent avoir des effets secondaires gênants. Il ne faut pas non plus arrêter de prescrire parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient très malades, voire morts. La deuxième chose, c'est que vous nous dites qu'il faut assumer une part des effets secondaires, tous ceux qui sont mentionnés sur les notices. Il faut les repérer. Non, il faut surtout les repérer parce que quand on met un médicament en prescription en ville ou à l'hôpital, il peut y avoir des effets qui n'ont pas été repérés. Ils sont censés avoir été expérimentés et être de bons médicaments qui sont sûrs, mais au fur et à mesure des prescriptions, on peut repérer des effets secondaires gênants qu'il faut signaler. En tout cas, le prescripteur prescrit des médicaments tout à fait réglementaires, dans des conditions réglementaires. Ah bon. Et un dernier point,
il y a dans le diabète un problème qui est d'aider les gens à maigrir. S'il y a un effet favorable sur le fait de perdre du poids, je ne dis pas que je le ferai, mais je dis que c'est quand même un atout pour aider des gens qui ont des diabètes. Et s'il n'y a pas d'effet secondaire sur le fait de manger moins, on peut raisonnablement penser que c'est une prescription légitime. Tant qu'on n'a pas repéré des effets graves. Bien sûr. Néanmoins, ce matin, on a appris que le Conseil de l'Ordre avait sanctionné 84 généralistes ou spécialistes pour avoir dérapé dans leurs ordonnances, pas forcément avec le Mediator, mais avec d'autres médicaments qui ne sont pas destinés à accompagner des régimes amaigrissants, par exemple le Prozac. Ce sont des médecins qui étaient motivés par le commerce, comme dit le docteur Le Sueur. Que répondez-vous à cela? Ça, c'est différent. Ce sont des gens qui ne prescrivent pas dans les règles de bon usage de la prescription. C'est tout à fait normal qu'il y ait un système de contrôle. Il devrait même, à mon avis, être un peu plus efficient, parce que 84 sur 50 000 médecins, je veux dire, ça, c'est un autre système, c'est un système de contrôle qui est tout à fait légitime. Et là, il faut prescrire comme il est prévu de prescrire, et pas pour d'autres raisons. D'accord. En tous les cas, quand on lit tout ce qui s'est passé autour de certaines prescriptions médicales, Jean-Marie Le Guen, on se dit que les médecins aussi vont devoir regagner la confiance de leurs patients. Oui, je crois que nous sommes devant une crise très grave sanitaire importante, une des plus importantes sans doute que notre pays ait connue, et elle touche directement d'ailleurs à une spécificité française, à bien des aspects. Et parmi ces spécificités françaises, c'est la manière dont nous traitons le médicament. Nous les patients, nous les médecins, nous les autorités publiques et nous les industriels. On va passer en revue alors. Tout le monde les patients, je vais commencer par ça. Les patients. C'est qu'en France, on dit qu'ils exercent une pression sur leurs généralistes. Il y a une appétence un peu trop grande en France pour le médicament. Si nous sommes le premier pays consommateur de médicaments, c'est sans doute qu'ils sont beaucoup prescrits. Il y a beaucoup de choses à dire, je le dirais. Mais disons aussi que nous avons l'habitude et la culture de penser que les médicaments, c'est extrêmement bon. On prend des antibiotiques contre la grippe alors que on devrait commencer à savoir que ça ne sert à rien. Mais on se dit, ça peut pas faire de mal. Le Pen confirme, il dénonce cet abus médicamenteux en France depuis des années. Les Français aiment le médicament. Les Français aiment manger des médicaments. Un Français mange en moyenne 50 boîtes de médicaments par an. 50 boîtes. Ouais, 3 milliards de boîtes en moyenne. Hein. Et donc les Français sont un pays qui traditionnellement aime, mange. C'est un pays paradoxal, il n'aime pas beaucoup l'industrie pharmaceutique, c'est des labos qui font du profit sur la santé, mais il adore le médicament. Docteur donc une contradiction. Vous la sentez cette pression du patient dans vos cabinets? Est-ce que vous y cédez facilement? Moi j'ai un sale caractère, mais je pense qu'il y a effectivement des pressions. Et moi j'ai un paradoxe, j'ai une de mes collègues remarquables qui a été poursuivie parce qu'elle faisait des consultations sans prescription. D'accord. C'est même intégré par les organismes des pressions des laboratoires, parce qu'il faut en parler là aussi peut-être, les fameux visiteurs médicaux qui vous poussent quand même à la prescription, reconnaissez-le. Écoutez, la visite médicale a quasiment disparu à l'heure actuelle. Les systèmes sont très différents. Peut-être qu'à une certaine époque, ça pouvait jouer, mais je pense que c'est très bien ce que vous avez dit, mon cher voisin. C'est un problème de responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas un bon médecin si on ne prescrit pas. C'était un peu dans l'inconscient des gens. Et il faut reconnaître aussi que l'industrie pharmaceutique nous a fourni des armes extraordinairement efficaces. Je veux dire, on a gagné 20 ans de morbidité cardiovasculaire depuis que j'exerce la médecine. Il faut reconnaître que les médicaments bien utilisés sont efficaces. Après, il faut aussi changer la vision. Je crois que disons, le Mediator, c'est effectivement un problème un petit peu de société sur lequel il faut se garder des raisonnements simplistes. Par exemple, il peut y avoir des fautes faites par les uns ou les autres, sans nécessairement que ce soit dans le cadre d'une complicité ou que les gens soient nécessairement vendus. C'est-à-dire que quelqu'un indépendant peut commettre une faute ou une erreur. Toute erreur n'est pas nécessairement liée à un processus de Il y a quand même une spécificité française dans ce dossier, puisqu'on s'aperçoit que le médicament a été jugé dangereux, il est resté des années sur le marché, on s'est rendu compte qu'il n'avait aucun rendu médical, il a continué à être remboursé par la Sécu. La spécificité française, il y a la cérivastatine de Bayer qui a été un scandale à l'échelle mondiale et pas qu'en France. Il y a le Vioxx de Merck qui a été un problème qui a été retiré du marché. C'est-à-dire que ces exemples, et
Aussi, il faut aussi dire, quel que soit, j'adhère complètement à la thèse, disons un petit peu de la responsabilité globale, collective, c'est que notre système de prévention et de pharmacovigilance a incroyablement progressé ces dernières années. Ah bon? Oui, on est plutôt dans une logique, dans une logique où ça va plutôt mieux qu'auparavant. L'accumulation de scandales serait l'accumulation. Non, c'est pas ça. C'est que d'un scandale à l'autre, on progresse. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de médicament important qui n'est ce qu'on appelle un plan de gestion de risque fait par l'Europe de manière assez officielle. Ça n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Alors Jean-Marie Le Cuen, vous vouliez poursuivre l'énumération des responsables. Voilà. Vous avez parlé des patients, ensuite, après les patients. La France, notre pays, nous-mêmes, nous avons une sous-culture de santé publique. Alors, c'est vrai pour les patients, j'en ai dit un mot, mais je ne voudrais pas quand même que ce soit eux qui soient les principaux responsables. Oui, victimes, le médecin de base qui, rappelons quand même que sur cette prescription de Mediator, il y avait quand même 30% dans le cadre de l'AMM, 70% hors AMM, hors la ligne selon laquelle on devait pouvoir prescrire ce médicament. Donc 70% de la prescription se fait en dehors de l'indication première de ce médicament. C'est quand même un énorme problème. Moi, je l'explique quand même par une pression commerciale. Du laboratoire Servier, oui, sans doute, mais l'enquête le démontrera. Mais il n'est pas le seul, mais il y a des pressions commerciales, soit par la visite médicale, soit par le fait que tout le système d'information médicale repose pour l'essentiel comme vecteur sur l'industrie du médicament et sur le financement par l'industrie du médicament. C'est-à-dire que conflit d'intérêts. Alors le conflit d'intérêts, là, il est dans le système global. Puis après, il y a des conflits d'intérêts qui se trouvent, on l'a dénoncé, y compris au moment de la grippe, sur la problématique des experts, où les experts, et c'est quasiment automatique, sont trop facilement sont naturellement travaillants et avec l'industrie et avec les pouvoirs publics. Le problème, c'est que dans notre pays, et pourtant nous l'avons proposé au Parlement, ça n'a pas été accepté, c'est que les liens ne sont pas rendus publics comme ils le sont aujourd'hui aux États-Unis. Et donc il y a là quand même des problématiques de conflit d'expertise. Enfin, disons les choses aussi, c'est que la culture globale, notre système a beaucoup progressé parce que nous avons connu dans les années 90 des véritables déroutes. Et nous sommes en progression. Et il se trouve, le paradoxe étant d'ailleurs que sur ce même laboratoire, le laboratoire Servier, il y a eu une bataille historique menée par l'agence du médicament, qui était l'isoméride, où on a supprimé un médicament en 95 qui était un cousin germain du médicament en question. C'était à peu près la même chose ensuite. Qui représentait 10% de chiffre d'affaires de Servier, laboratoire français. Et l'agence a été capable de dire arrêtez ça, avant même les États-Unis. Donc, nous avions progressé. Mais, comment dirais-je, là où nous n'avons pas encore une culture globale, et nous n'avons pas, il y a eu un défaut évident de vigilance. D'accord, des politiques aussi, je vais vous poser la question dans un instant, mais parce que l'économiste Claude Le Pen voulait réagir. Oui, non, je suis d'accord avec Jean-Marie Le Guen, en rappelant quand même que parmi les grands scandales de santé publique de ces dernières années, le sang contaminé, d'une part, l'hormone de croissance, d'autre part, n'avait rien à voir avec des laboratoires pharmaceutiques. Il est tout à fait possible, il est tout à fait possible d'avoir des grandes fautes de santé publique qui tuent des patients et qui n'est pas nécessairement lié à cette, à cette industrie dont il ne faut pas qui a sa responsabilité, je suis très clair là-dessus, mais qu'il ne faut pas non plus transformer en bouc émissaire commode. Elle rend grand service, elle rend grand service, elle a certainement, elle veut gagner sa vie, elle peut avoir des avantages en sauvant des vies, des inconvénients quand elle va trop loin et quand elle pousse à des concessions excessives. Est-ce qu'elle fait autorité sur les ministres? Non. Non, aujourd'hui, c'est même l'inverse, que voulez-vous dire. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans les pouvoirs, l'administration est plutôt anti-industrie pharmaceutique. L'administration française, les gens sont nommés à des postes de responsabilité dans le médicament parce qu'on sait qu'ils sont un peu... si vous voulez, prenez l'ensemble des responsables des grandes administrations en charge du médicament, c'est pas des gens qui sont susceptibles d'avoir la moindre connivence, je les connais, qui sont des gens, ce sont des hauts fonctionnaires indépendants. Il faut dire aux Français la vérité, il n'y a pas de suspicion sur la haute administration française dans ce rapport avec l'industrie pharmaceutique. C'est même plutôt l'inverse. Il y a des suspicions d'ignorance. Jean-Marie Le Guen, le médicament, le fameux Mediator, il est resté sur le marché pendant 33 ans. Et je le disais tout à l'heure, beaucoup de ministres de droite comme de gauche ont été en charge de la santé, Martine Aubry, Bernard Kouchner, Xavier Bertrand. Pouvait-il ignorer?
J'en suis, d'abord humainement, j'en suis totalement convaincu. Maintenant, il y a des enquêtes, elles auront lieu, mais moi, je n'ai aucun doute sur la moralité de l'ensemble de ces personnes. Maintenant, est-ce qu'il y a eu pendant toute une période, d'abord vous dites 33 ans, mais pendant toute une période on ne savait rien. La seule chose qu'on peut quand même se poser, c'est de savoir s'il fallait véritablement accepter ce médicament dont l'intérêt était mineur et dont les inconvénients étaient non pas connus, mais potentiellement existants, s'agissant d'amphétamines, comme le disait ma voisine. C'est-à-dire que moi, les amphétamines, déjà j'entends le nom, j'aime pas ça. Bon, mais donc, si vous voulez, le bénéfice était quand même pas très évident. Alors, on se dit quand même, il y a un système qui a été le système qu'on a connu pendant très longtemps. C'est qu'on prenait de différentes industrielles des médicaments qui n'étaient pas un vrai progrès et qui avaient une tête un peu patibulaire. Bon, on savait pas forcément que c'était des criminels, mais ils avaient une tête patibulaire. Bon. Alors ensuite, on a appris, à la fin des années 90 jusqu'en 2003, on apprend que ces médicaments sont, comment dirais-je, prescrits dans des conditions qui ne sont pas normales. Voilà. Et ça, est-ce que c'est arrivé au niveau des politiques? Je ne le crois pas. Non, puis à partir de 2003, on apprend que non seulement ce médicament est prescrit de façon inappropriée, mais qu'en plus il devient dangereux. Bon. Et là aussi, je ne crois pas du tout que humainement, tel ministre, à partir de 2003, ait pris une décision. Vous sentez une volonté d'apaisement politique de ce dossier, de la part, par exemple, il faut la transparence, il faut les enquêtes. J'ai demandé une commission d'enquête parlementaire. Je l'ai obtenue. Et il faut qu'elle travaille. Xavier Bertrand, il serait dommage et dangereux pour la France, pour ce pays, de transformer ce dossier de santé publique en dossier politique. D'accord. Mais la lumière devra être faite. Dernière question, docteur. Il faut qu'il y ait une lumière qui soit faite sur, effectivement, une période où plusieurs partis se sont succédés au pouvoir et qui est un problème de société, pas de parti politique. Docteur, dernière question, docteur. Vous subissez cette tyrannie de la minceur dans vos cabinets, donc les gens viennent vous voir et sont prêts à tout, des mariages de médicaments contre nature pour perdre du poids? Ils viennent pas dans les cabinets de médecine générale voir leur médecin traitant. Mais par contre, on a une vraie discussion sur le fait d'accompagner le traitement d'un certain nombre de pathologies est une réduction de poids ou une maîtrise du poids. Ça, c'est quelque chose qui est une vraie difficulté et qui est un martyr pour un certain nombre de patients. Donc c'est vraiment d'où l'importance de la santé publique, c'est-à-dire de manger bien et bouger, qui est un combat qui n'est pas simplement de niais, mais ça évite toutes ces bêtises, pour ne pas dire un mot un peu plus lourd et un peu plus vulgaire, mais qui nous révoltent. Voilà. Allez, merci à tous. On va rester, Jean-Marie Le Guen, restez là avec nous, puisqu'on va parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Une question sur la résistance de Laurent Gbagbo, qui refuse toujours d'entendre les voix unanimes, qui lui demandent d'accepter sa défaite. Il y a eu l'ultimatum de Nicolas Sarkozy, on annonce de nouvelles sanctions internationales. Rien n'y fait. Où est la solution pour vous? J'espère qu'il va trouver la solution de la sagesse, c'est-à-dire celle effectivement de renoncer. Voilà, on est quand même au bord du gouffre et il faut que les pouvoirs publics nationaux et internationaux trouvent les mots pour sortir par le haut de cette situation. Alors vous le connaissez bien, Laurent Gbagbo? Non, je ne le connais pas bien, je le connais, comme je connais d'autres personnalités. S'y prendre avec lui pour qu'il ne joue pas la carte du pire. Je pense que la France... C'est un animal blessé aujourd'hui. La France doit être relativement discrète, c'est l'ancienne puissance coloniale, et à tort ou à raison, à l'évidence, aujourd'hui, pas tellement avec raison, c'est un euphémisme, mais la problématique anticoloniale est présente dans la tête d'un certain nombre de gens en Côte d'Ivoire, et cette problématique leur monte, et comme d'une façon d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que de l'anticolonialisme au nationalisme et du nationalisme à la déraison, il y a une voie qui peut exister. Bon, donc il faut savoir s'exprimer et Je pense qu'il faut laisser l'ONU s'exprimer, il faut laisser l'Union africaine s'exprimer. Je pense que c'est ça la voie de la sagesse. La France doit évidemment suivre les résolutions de l'ONU et protéger ses ressortissants, ce qui est important. Oui, avec nous Ziad Limam, bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Afrique Magazine pour évoquer cette crise ivoirienne. Je le disais, il y a de nouvelles sanctions qui sont envisagées ce soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. On parlait du langage virulent contre la France qu'on entend aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on l'a vu notamment ce week-end, avec un personnage sulfureux qui d'ailleurs figurait déjà sur la liste des Ivoiriens objets de sanctions de l'Union européenne. C'est le jeune dirigeant des Patriotes. Il s'appelle Charles Goudé, très connu, un personnage qui est ministre de la Jeunesse. Un ministre nommé par le président Gbagbo. Donc, oui, mais qui dit surtout que son ministère, lui, c'est la rue. Oui. Et quand on le voit, on prend peur.
Oui, enfin, c'est un personnage qui est assez connu. Vous savez, le discours nationaliste dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu une arme de guerre du président sortant, puisqu'on peut l'appeler comme ça, qui ne touche pas la totalité de la population ivoirienne. Il faut bien comprendre quand même qu'il y a une majorité qui s'est dégagée, quelle qu'elle soit, mais elle s'est quand même dégagée. Donc ce discours-là ne concerne que le clan rapproché autour du président, qui l'utilise comme une espèce d'arme de destruction massive sur l'opinion pour dire voilà, on est les victimes de cette opération. Il ne faut pas oublier le début de l'histoire, c'est qu'ils ne sont pas les victimes, ils sont les perdants. Ils veulent pas l'être. Donc c'est tout le problème. Il faut dire là justement que les médias dans le pays jouent un rôle considérable. Surtout qu'il y a visiblement des opérations alors totalement incontrôlées, semble-t-il, de militaires, de paramilitaires pour saisir des journaux qui sont des journaux d'opposition. Du coup, certains imprimeurs n'impriment plus non plus la presse officielle. Donc il y a quand même une grande confusion. Mais tout passe par la télévision d'État. Alors ça, c'est le bastion qui permet de toucher un peu toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais je ne pense pas que les Ivoiriens, encore une fois, soient des ignorants. Et ce qu'ils voient à la télé, ils voient bien que c'est la voix du président Gbagbo sortant. Et bon, alors peut-être que ça donne l'illusion d'un certain contrôle de l'opinion, mais je crois que l'opinion est quand même beaucoup plus éclairée que ça. Et la peur, en tous les cas, aujourd'hui, l'opinion publique. Est-ce que vous avez des informations sur les victimes des violences de ces derniers jours? D'abord, il y a des chiffres qui commencent à circuler. On parle de 50, mais on parle de... Peut-être plus. Beaucoup plus. Visiblement, il y a des escadrons plus ou moins contrôlés, encore une fois, parce que c'est difficile de savoir quelle est la chaîne hiérarchique exacte. Il y a des escadrons qui interviennent. On a des témoignages des gens de l'ONUCI qui ont été soi-disant perquisitionnés chez eux, par exemple. On vient taper à leur porte en leur disant quand est-ce que vous partez, avec des armes. Tout ça, c'est pas très rassurant. Donc il y a clairement une opération il s'agit d'effrayer ceux qui seraient éventuellement... Alors les appels ne viennent pas que de l'étranger, puisque à l'instant on apprend que l'ancien président Konan Bédié demande à Gbagbo de quitter le pouvoir. On attendait depuis longtemps la parole du président Bédié quand même, ce qu'il avait appelé à voter Alassane Ouattara au deuxième tour. Et on était un peu surpris de son silence. Donc c'est déjà une... Et il appelle par ailleurs l'armée à faire allégeance à Ouattara. Ça, c'est aussi une question très délicate. Il y a beaucoup de questions qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. La première, c'est la solidité de l'armée. Parce qu'on parle beaucoup des généraux, etc. Bon, il ne faut pas oublier qu'une armée, c'est des généraux, des sous-offs, des soldats, etc. Jusqu'à quand ces gens vont accepter d'être solidaires du président sortant, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est l'entourage dont on dit qu'il est inébranlable. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être interdits de visa, des gens qui n'ont pas envie de couler peut-être, de se retrouver devant un tribunal international, d'être inculpés. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent faiblir un petit peu. Si Gbagbo accepte de partir, imaginons, quelle image laissera-t-il dans l'histoire de son pays? Je pense que s'il part. Déjà, votre première hypothèse, à mon avis, j'ai la deuxième qui suit. Est très improbable. S'il reste, quelle image gardera-t-il? Il va se transformer en demi-président d'un demi-pays très très affaibli. Il y a des gens qui font des comparaisons avec Mugabe, et si j'ai une minute, elles sont un petit peu fausses. D'abord, Mugabe était soutenu plus ou moins par l'Afrique du Sud, qui ne l'a jamais lâché parce qu'il y avait une espèce de solidarité du combat anti-apartheid. Et deux, Mugabe, il avait sa propre monnaie. Donc on pouvait vivre en vase clos, et il peut toujours vivre en vase clos. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, qui appartient à une zone monétaire où il y a la zone franc, CFA, où il y a plusieurs pays qui ont reconnu la victoire d'Alassane Ouattara, et il n'est pas soutenu par son environnement. Au contraire, son environnement essaie de le couper de la réalité et des moyens du pouvoir. S'il reste au pouvoir, s'il arrive à se maintenir au pouvoir quelque temps encore, vous aurez une triste image de celui qui fut le chanteur de la démocratie? Oui, sûrement. Je pense qu'il aurait pu être celui qui avait ramené la paix dans un premier temps et la démocratie. S'il fait le choix aujourd'hui de rester au pouvoir par la force, ce sera une toute autre image. Je ne crois pas que ce soit une solution durable d'ailleurs. On verra. Je ne crois pas que c'est ni souhaitable ni durable. Maintenant, il faut vraiment essayer de ne pas passer à l'affrontement qui serait dramatique. Bien sûr, merci à tous. Alors, Afrique Magazine, titre bien sûr sur la Côte d'Ivoire, le défi. Merci à vous, Ziad Limam, merci à tous. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir à tous.